As-tu déjà engagé une querelle ou une dispute dans l'espoir ou avec l'intention de te rendre justice et de te rendre compte très tôt, très vite, que la conversation, l'échange est en train de prendre une tournure que tu n'avais pas imaginée? Tu es sur le point de comprendre pourquoi et comment s'en sortir. Et pour cela, j'ai envie de lire un livre et de partager un texte du livre de Proverbes avec toi. C'est le Proverbe au chapitre 14, au chapitre 17, le verset 14. Il nous dit ceci, ce texte. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est quoi une digue? Commençons un peu par là. Une digue, c'est cette construction qui est faite pour retenir l'eau, pour une raison ou pour une autre. Alors, lorsque l'eau s'accumule, lorsque l'eau se rassemble à un endroit bien précis et que sa circulation, son passage est bloqué par ce grand édifice, c'est un peu comme si la puissance ou la force de l'eau grandissait de façon exponentielle. Ce qui veut donc dire que ce soit volontairement ou involontairement, lorsque cette digue cède, alors l'eau se déverse dans la vallée avec une force inouïe. Et en ce moment, l'eau balaie tout sur son passage. L'eau devient une véritable furie, une véritable force de la nature. Donc, commencer une querelle, c'est un peu comme ouvrir cette digue-là, laisser l'eau partir. Parce que lorsque l'eau est relâchée, j'ai envie de dire de cette façon-là, on n'a plus un vrai contrôle sur l'eau. Ça va un peu dans tous les sens. C'est pareil avec une querelle. On peut commencer une querelle avec une bonne intention. On a envie de bien faire. On a peut-être l'impression que ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait nous porte préjudice. Et on veut tout faire pour résoudre la situation. Mais parfois on le fait en déclenchant plutôt une querelle, en déclenchant une dispute. Sauf que lorsqu'on le fait, on ne contrôle plus grand-chose. On ne contrôle plus la suite de l'événement, surtout si on manque de sagesse. Et je le dis de façon très gentille, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Il nous faut un certain degré de sagesse pour ne pas laisser que la situation s'envenime et que la situation devienne une véritable digue ouverte, une véritable furie qui se répand et va dans tous les sens. Il y a cette phrase qui est connue peut-être par toi aussi, et dans cette phrase on dit « c'est mieux d'avoir la paix que d'avoir raison ». Ok? Juste avant cet enregistrement, j'étais en train de regarder un échange, une espèce de duel, okay, entre deux avocats qui sont en même temps engagés dans le domaine politique. Et à certains moments donné, je sentais une certaine frustration de ma part, moi qui regarde, parce que on avait l'impression que l'autre voulait parler au-dessus de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la peine d'écouter l'autre. On ne prend pas la peine d'offrir à l'autre l'espace dont il a besoin pour poser ses arguments. Lorsque l'autre commence à dire une chose, très rapidement, on commence à juger. On commence à estimer que non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ce qu'il faut dire. C'est mal dit, tu crées l'amalgame, c'est la confusion, c'est la manipulation. Bref, ça va dans tous les sens. Et j'ai souvent du mal à suivre ce genre de débat. Parce que moi, je suis plutôt pour un genre de débat où on se tait et on écoute l'autre. On se tait, on prend la peine de réfléchir à ce que l'autre est en train de dire. Bien, je comprends que dans le domaine, dans l'arène politique, on veut absolument se positionner et il est ici question de démonter les arguments de l'autre. Là, c'est une scène différente, c'est j'ai envie de dire, une règle différente. Mais lorsqu'on sort de cette arène politique-là, lorsqu'on parle par exemple de la communication entre monsieur et madame, ok?
Il est parfois plus intéressant, il est parfois plus intelligent de rechercher la paix du cœur que de rechercher d'avoir absolument raison. Parce que quand tu recherches, quand tu veux avoir raison, implicitement tu es en train de dire à l'autre, tu as tort. Et personne ne veut savoir qu'il a tort. Si moi, je veux démontrer à mon épouse qu'elle n'a pas raison, je suis en train de dire qu'elle a tort. Si je veux dire que j'ai raison, je suis en train de démontrer qu'elle a tort. Or, j'ai une règle très simple. Et ma règle est la suivante. On n'a pas raison à 100%. On n'a pas tort à 100%. Lorsqu'une personne fait quelque chose, bonne ou mauvaise, positive ou négative, elle a toujours une intention derrière. Ok? Lorsqu'on juge l'intention, lorsqu'on apprécie l'intention, celui qui fait cette appréciation peut estimer que l'intention est mauvaise. Mais pour celui qui le fait, celui qui pose l'acte, pour lui, c'est une bonne chose. Ok? Ça peut paraître contradictoire, ça peut paraître paradoxal. Mais je crois que chacun, d'une manière ou d'une autre, est animé par une bonne intention, même si cette intention, par après, se trouve être l'acte qui en découle est peut-être négatif ou bien a des conséquences négatives. Pourquoi est-ce que je dis que l'intention de cette personne, quelque part, est une bonne intention? Parce qu'elle veut bien faire par rapport à ses intérêts, par rapport à ce qu'elle recherche, par rapport au but qu'elle veut atteindre. Ok? Donc, l'intention de ce point de vue reste positive, même si ce n'est pas positif pour l'autre. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, je crois fermement que on n'a pas tort à 100%, on n'a pas raison à 100%. Et si on part de ce principe-là, on va éviter bon nombre de situations fâcheuses. Parce qu'on va se dire, est-ce qu'il est vraiment important que je déclenche une querelle ici? Est-ce que ça vaut la peine qu'une dispute naisse de cette situation? Comment est-ce que je peux mieux communiquer? Est-ce que ça vaut la peine de commencer une querelle pour ouvrir une digue? Est-ce que la communication que je devrais faire ici n'est pas plutôt une communication d'empathie, de respect? Parce qu'on peut même découvrir que l'autre a tort, entre guillemets. On peut se rendre compte que le raisonnement que l'autre est en train de suivre n'est pas le raisonnement approprié. Mais on fait quand même preuve d'empathie. On fait quand même preuve d'indulgence. Parce qu'on se dit que l'autre part d'un certain point de vue. Et peut-être que l'autre le fait, ça peut être une façon de crier à l'aide. Ça peut être une façon de demander, « Hé, regardez-moi ». Ça peut être une façon d'attirer l'attention. Ok? Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de déclencher une querelle et d'essayer de démontrer à l'autre qu'il a absolument tort et que nous avons raison. Si on prend la peine, quelle que soit la situation, si on fait un peu de recul, si on prend un peu de recul et on observe la situation de façon froide, on va se dire, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement. C'est aussi ma faute. Et c'est ce qui se passe très souvent dans les couples. On arrive à des situations qui s'enveniment, qui s'enlisent, qui deviennent de véritables guerres mondiales, simplement parce que dès le départ, personne n'a voulu dire « oui, je crois que je comprends mieux ton point de vue. Je crois que je comprends mieux ce que tu as voulu dire. Pardon si je n'ai pas pu comprendre ça dès le départ. Alors comment est-ce qu'on peut arranger la situation ?» Pour ceux qui sont mariés, par exemple, ou bien pour ceux qui sont en couple, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de situations, surtout pour les hommes, nous n'avons pas besoin d'avoir raison à tous les coups. Nous avons besoin de faire comprendre à notre épouse, de le faire comprendre à notre partenaire que son point de vue est important. Parce que nous, par exemple, nous ne supportons pas trop les détails. Lorsque je rentre dans l'événement, mon épouse me demande comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Et je m'arrête là. Pour moi, c'est un résumé clair, net et suffisant de la situation. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais si c'est elle, elle va vouloir me donner plus de détails. À quelle heure ça a commencé?
qui était là, qu'est-ce qu'on a mangé, comment était la salle, quel genre de musique on a eu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous devons comprendre, par exemple, si je prends ce cas tout particulier, nous devons comprendre que nous, les hommes, nous n'avons pas besoin de tous ces détails-là. Et lorsque nos épouses commencent à nous donner ces détails, ça ne vaut pas la peine de lui dire, non, tais-toi, tu bavardes beaucoup, je n'ai pas besoin de ces détails-là. On est en train de la frustrer. Parce qu'elle, quand elle nous donne ces informations, quand elle nous donne ces détails, ce n'est pas simplement parce qu'elle a envie de bavarder et qu'elle n'a rien à faire, qu'elle ne sait pas comment utiliser son temps. Mais c'est parce qu'elle pense et elle est sûre qu'en me donnant plus de détails, en nous donnant plus de détails, elle crée une certaine connexion. Ok? Elle nous permet de vivre un événement comme si nous y étions. Donc, tous les détails qu'elle nous donne permettent justement qu'on rentre dans l'atmosphère même de cet événement-là. Donc, elle veut créer cette connexion avec nous. Elle veut dire, chérie, ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue, je veux que tu expérimentes la même chose. Je veux que tu vives, que tu connaisses la même expérience. C'est pour ça que je prends la peine de te donner tous ces détails. Or, si je ne comprends pas ça en tant qu'homme, quand elle va commencer à me donner les détails, je vais plutôt couper court. Et lorsque je coupe court, je la frustre. Ok? Petite diversion que j'ai faite là pour donner un peu plus d'étoffe à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on commence une querelle, on est en train d'ouvrir une digue. Ok? C'est pareil en entreprise. Vous avez des collègues qui veulent toujours vous faire savoir qu'ils ont raison. Ils ont raison sur tout, ils savent tout, ils sont au courant de tout. Comment allez-vous commencer une querelle avec une pareille personne? Vous n'allez pas vous en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça ne vaut même pas la peine de commencer une querelle avec une pareille personne. Il faut éviter ces disputes qui peuvent justement entraîner des situations néfastes et éviter par conséquent qu'une digue soit ouverte et donc déclenche une autre situation qu'on ne pourra pas gérer. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce qu'il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, on est effectivement pris dans une querelle. Une querelle, un désaccord. Une querelle, une dispute. Une querelle, ça peut être un échange violent en termes de communication. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est en cela que la deuxième partie du texte que j'ai lu de Proverbe 17 au verset 14 nous dit « Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Donc, je vois au moins deux choses, et c'est ce que je voudrais te conseiller ou te suggérer aujourd'hui en termes d'action. La première chose, c'est d'avoir la sagesse qui nous permet de comprendre qu'il n'est pas important de déclencher une querelle, de déclencher une dispute. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas important de défendre ses droits. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas important de défendre ses positions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se battre pour revendiquer ce qu'on mérite. Non. Mais je suis plutôt en train de dire que lorsqu'on a la sagesse nécessaire pour comprendre que la querelle qui est en train de s'annoncer est une querelle stérile, est une querelle qui ne vaut pas la peine, il faut s'arrêter. Lorsque je faisais les cours de prise de parole en public, j'ai étudié par exemple les cours de Dale Carnegie, celui qui a écrit Comment se faire des amis. Okay? Il dit par exemple que si vous êtes dans une conversation et puis quelqu'un dit des choses que vous savez ne pas être vraies, ça ne vaut pas la peine par exemple d'essayer de contredire la personne parce qu'on va la frustrer. Et parce qu'elle se sent frustrée, elle va essayer de répondre. Et si elle essaie de répondre, ça devient une situation qui s'envenime et ça devient exactement comme une digue qui est ouverte. Si ce que la personne est en train de dire
n'a pas vraiment une incidence capitale, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, autant mieux laisser passer. Je sais que parfois on a du mal à laisser passer ce genre de situation. Tu te dis, mais attends, comment cette personne peut dire ce genre de choses? Oui, ça nous arrive très souvent. Mais la sagesse, l'intelligence voudrait qu'on puisse dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prenne la parole ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'essaie de le contredire ou bien de la contredire? Mon collègue vient de dire telle chose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le contredire? Et si je le contredis, qu'est-ce que ça apporte comme résultat? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Lorsque je fais cette première analyse très rapidement dans ma tête, ça me permet de décider si ça vaut la peine de parler ou pas. Donc, la première chose, la première action, c'est d'anticiper et de voir, est-ce que ça vaut la peine que je parle dans cette situation-ci? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que mon silence peut être préjudiciable à quelqu'un ou à moi-même? Si c'est une question banale, futile, si c'est une question de faits divers, pourquoi se battre et déclencher une querelle? Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce qu'on a lu dans la deuxième partie de ce verset, c'est savoir se retirer quand la dispute s'anime. Savoir se retirer quand la dispute s'anime. Tu as déjà peut-être regardé cette vidéo où on essaie de faire passer le message suivant. Lorsque quelqu'un essaie de te contredire, dis-lui simplement qu'il a raison. Ok? On prend par exemple la situation d'une personne qui est en train de discuter avec l'autre. Et cette personne-là vient vers elle, lui dit, mais comment toi tu fais pour être toujours d'accord avec les gens, pour éviter les problèmes, pour éviter les challenges, pour éviter les frictions, exactement les querelles qu'on est en train de lire ici? Et l'autre répond, je leur dis simplement à ces personnes qu'elles ont raison. Et l'autre qui a posé la question dit, mais attends, je ne comprends pas, comment tu peux dire que tu as raison alors que tu sais que cette personne a tort? Et l'autre de lui répond, oui, tu as raison. Parce que l'autre a compris que là, c'est une querelle qui est en train de se mettre en place. Et donc, si j'abonde dans la même direction, je serai en train de verser de l'huile sur du feu. Donc, première action, on anticipe. On se demande si ça vaut vraiment la peine que je contredise mon collègue ou mon époux ou bien mon épouse ou bien toute autre personne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que la querelle, la dispute, est-ce que le sujet de quoi nous parlons actuellement mérite vraiment qu'on se tire, qu'on se crêpe les chignons, comme on dit? Okay? Et la deuxième action, c'est de pouvoir se dire, je me rends compte que la situation est en train de prendre une tournure qui peut justement virer au vinaigre. Alors ce que je fais, je me retire. Je sais que ce soit la première action ou la deuxième action, ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je suggère de demander la sagesse. Je ne sais pas si tu es chrétien comme moi, je ne sais pas quelle est ton obédience religieuse, mais pour moi, c'est à Dieu que je demande la sagesse. Je demande la sagesse de pouvoir discerner dans quelle conversation j'ai besoin d'aller de l'avant et dans quelle autre conversation j'ai besoin de me taire. Quand est-ce qu'il faut que je parle? Et très souvent, on dit ceci, c'est pas pour rien qu'on a une bouche et deux oreilles. Et j'ai un de mes mentors qui m'a toujours dit, Patrick, écoute beaucoup et parle très peu. C'est un signe de sagesse. Être capable d'écouter beaucoup et de parler très peu. Je sais que très souvent, quand ça monte là, c'est comme si ça démangeait au niveau de nos lèvres et on se sent l'envie de parler. Mais faire preuve de sagesse, c'est être capable de se contrôler. Que votre modération soit connue de tous. Que votre modération soit connue de tous. Donc que votre contrôle de soi soit connu de tous. Et il y a encore ce texte qui nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ok? Donc, même dans cette situation qui semble être une situation de contradiction, qu'on se demande, qu'est-ce que je peux tirer ici? Quelle leçon?
je peux en tirer pour grandir. J'espère que ce message a été utile pour toi. Et je souhaite vivement que tu acquières la sagesse qui permette que ta modération soit connue de tous. Je souhaite pour toi que tu sois une personne dont la réputation est celle de quelqu'un qui sait se contrôler, qui sait quoi dire et quand le dire et comment le dire, au lieu d'avoir la réputation d'une personne qui s'emporte à tout bout de champ. Parce que si tu es connu comme étant une personne qui ne sait pas se contrôler, imagine, tu perds des promotions, tu peux perdre des relations en termes de vie de couple, de vie avec les autres dans la société. Tu peux perdre des opportunités de carrière. Tu peux perdre, si tu es vendeur ou si tu as une entreprise, tu peux perdre des contrats, tu peux perdre des offres simplement parce que ta modération n'est pas connue de tous. Parce que lorsque tu ouvres la bouche, c'est comme une digue que tu as ouverte. Je souhaite que tu ne sois pas cette personne-là. À très bientôt.